Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes, évidemment l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. Les trains sont de gros consommateurs de charbon et le développement des mines connaît alors un essor fantastique. Pour diriger le pays, le roi Louis-Philippe s'appuie sur une classe en plein développement, la bourgeoisie. Sur le modèle anglais, il concède l'exploitation du charbon à des entrepreneurs privés et favorise l'essor de la finance. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. C'est à cette époque que le célèbre James de Rothschild fait fortune dans la banque et que les frères Pereire bâtissent un immense empire économique. Ce sont les capitaines de la nouvelle industrie française, des bourgeois à qui Guizot, grand ministre de Louis-Philippe, lance une phrase qui restera célèbre. « Enrichissez-vous ». Ceux qui vont être capables d'investir pour bâtir des fortunes colossales, c'est une période vraiment bénie pour la bourgeoisie et en particulier pour les grands détenteurs de capital. Ces bourgeois convertis à l'industrie investissent dans une autre innovation décisive, les machines à vapeur. Ces nouvelles technologies, développées encore une fois en Angleterre, augmentent considérablement les capacités de la production. Marteau pour les forges, filature pour les métiers à tisser, les machines permettent de produire à très grande échelle. Textile dans l'Est, dans la région lyonnaise, dans le Nord, sidérurgie en Saône-et-Loire, enfin, c'est tout le pays qui s'industrialise, à commencer par les bassins miniers du nord et du sud de la France. Ces impressionnantes constructions métalliques s'appellent des chevalements. Bien, venez, je vais vous montrer. Ah, j'ai hâte de voir ça. Comme pour le chemin de fer, le modèle, c'est encore une fois l'Angleterre. Grâce à des techniques importées d'outre-Manche, on sait désormais aller chercher le charbon à grande profondeur et l'exploiter à une échelle industrielle. À Wallers-à-Rambert, ces galeries ont été reconstituées pour le tournage du film Germinal. C'est ici que Mac Lesguy, accompagné de l'historien Gérard Dumont, découvre la vie de mineur. Une nouvelle profession très dure qui s'exerce à plusieurs centaines de mètres sous terre. Pourquoi est-ce qu'on va chercher justement le charbon aussi profond? Eh bien, tout simplement parce que dans le nord de la France, il est caché ce charbon. On n'est pas en Belgique ou on n'est pas en Angleterre où les veines affleurent parfois. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher très loin. Alors, l'extraction du charbon, ça se passe où? Ah ben c'est par là, Mac. On y va. Allons-y. C'est encore loin, Gérard? Ah, il y a tout un réseau de galeries au fond. Les mineurs doivent parfois faire 1 kilomètre ou 2 avant de rejoindre leur taille. Ah oui, c'est immense, c'est long, ça prend 20 minutes. Oui, et ne traînez pas, Mac, parce que pendant tout ce temps, vous n'êtes pas payé. Comment ça n'est pas payé? Le mineur, c'est Ah non, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas de droit du travail. Vous êtes payé uniquement à la quantité de charbon que vous extrayez de la mine. À cette époque, le patron est roi et il impose ses conditions. Des conditions qui nous paraîtraient inhumaines aujourd'hui. Mais que font des enfants et une femme dans une mine? C'est pas possible. C'est tout à fait normal. Des enfants et des femmes ont travaillé au fond pendant une bonne partie du siècle. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement choquant. Aujourd'hui, oui, mais les enfants ont toujours travaillé à partir de 6-7 ans en général pour aider leurs parents au champ, par exemple. Ce qui est choquant, c'est qu'ils travaillent dans de telles conditions. Ce sont des conditions extrêmement dures pour leur santé, qui ont des effets effroyables sur leur croissance et sur leur espérance de vie. Pour preuve, les petits ouvriers des mines mesurent en moyenne 12 cm de moins que les enfants des bourgeois. Depuis 1841, une loi interdit bien le travail des enfants de moins de 8 ans dans l'industrie, mais elle est rarement respectée. Malgré la pénibilité, 300 000 paysans quittent les campagnes, attirés par les emplois à pourvoir dans l'industrie qui se développe dans le nord de la France.
Marjolaine, pourquoi est-ce que ce charbon, c'est aussi important à l'époque? C'est l'or noir de la révolution industrielle. C'est 4 fois plus efficace que le bois pour un volume, vous le voyez, très réduit. Et donc, on s'en sert pour tout et pour produire l'énergie dont l'Europe entière a besoin. Allez, j'y vais. Mais comment travaille exactement un mineur? Mac va apprendre à tailler le charbon et il n'est pas au bout de ses surprises. D'accord. Alors ça, Donc, c'est... la veine de charbon, elle est là. La veine de charbon. Et le geste savant du mineur consiste à saper la veine à la base Avec cet pour outil essayer de la battre. Avec cet outil qui est très plat et avec lequel on donne des coups horizontaux, comme ça. D'accord. Ici, afin de créer une saignée. On travaille au moins 8 ou 9 heures, compte tenu de la descente, mais il y a des moments dans l'année où on est amené à travailler beaucoup plus. On a des traces vers 1900 de mineurs qui ont travaillé 14 ou 15 heures. 14 ou 15 heures dans ces conditions. Aujourd'hui, on dirait que c'est inhumain. Les conditions de travail sont exécrables. C'est pas qu'elles sont difficiles, elles sont exécrables. C'est un travail exténuant parce que c'est un travail mécanique, c'est toujours le même geste, c'est pas aéré, ça se fait dans des conditions difficiles aussi en termes de lumière. Et comme la main-d'œuvre est abondante, les mineurs sont contraints d'accepter les conditions financières fixées par les patrons. En 1840, les ouvriers gagnent en moyenne l'équivalent de 3 € par jour. Des salaires qui leur permettent tout juste de survivre. Ils vivent entassés dans des logements souvent insalubres. Et de la période de France de cette époque-là, qui est considérable. Comme la famille Thénardier du roman de Victor Hugo, des dizaines de milliers de Français rejoignent les villes, les bassins miniers et les grands sites industriels. Ils quittent des campagnes où leurs conditions n'étaient guère plus enviables. Si le roi Louis-Philippe est un adepte du progrès industriel, il règne avant tout sur un pays de 25 millions de ruraux. 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d'entre eux est propriétaire de la terre qu'ils cultivent. Mais cette nouvelle donne n'a guère amélioré leur sort. Le modèle de la famille paysanne en France, c'est une famille qui travaille sur ses terres et tout le monde travaille. Le père travaille au champ, fait les labours, organise les cultures. La femme, généralement, s'occupe du poulailler. Et puis, les fils et les filles aident leurs parents, à la fois dans les travaux des champs, dans les travaux domestiques. Au village du Bournat, près de Périgueux, on reconstitue la vie des paysans du 19e siècle. C'est la période des moissons, auxquelles Mac Lesguy et Marjolaine Boutet vont participer. À cette époque, tout se fait encore à la main. On a l'impression que rien n'a changé depuis le Moyen-Âge, ou presque. Effectivement, peu de choses ont changé en termes de travaux agricoles qui restent. Innovation technique, dynamisme économique et rayonnement de la cour impériale, la France connaît la réussite sur le plan intérieur. Et Napoléon III remporte aussi d'importants succès sur la scène internationale. En 1859, la France aide les Italiens à se libérer de la domination autrichienne. Elle reçoit Nice et la Savoie en remerciement et retrouve une place importante en Europe. Louis-Napoléon porte le nom de Bonaparte et il reste sans doute nostalgique de gloire militaire. Son régime a obtenu des succès sur la scène diplomatique, avec par exemple l'unification de l'Italie qui s'est faite vraiment sous la protection et l'égide de la France. Il pourrait s'en contenter, mais il y a ce rêve d'un empire. Avec la conquête de l'intérieur du Sénégal et la colonisation de la Kabylie en Algérie, la France renforce son influence sur le continent africain. Les expéditions en Orient aux côtés des Anglais aboutissent à la naissance de l'Indochine. Tout semble réussir à cet empire en marche. Au succès en politique étrangère s'ajoute une période de prospérité économique qui commence enfin à avoir des retentissements dans les campagnes. Retour au village de Bournat, où depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine.
Mac retrouve Laurent Bernat, qui remet ici en service une des premières moissonneuses à traction animale. Une nouveauté venue des États-Unis. Comment elle s'appelle cette machine, Laurent? C'est la faucheuse javeleuse. Les javelles, ce sont ces gerbes de blé laissées par la machine. Elle fauche, elle remplace donc une personne ou même plusieurs en train de faucher. Et les bras, comme ça, rabattent et font des paquets qui vont être faciles à lier. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable. Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant 2 jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité du champ. La révolution industrielle va amener une progressive mécanisation de l'outillage agricole. Et donc une amélioration des techniques d'exploitation et donc une amélioration des rendements. Ça y est, on est déjà au bout du rang, à la main, il nous aurait fallu... Au bout du rang, et là donc on voit parfaitement la gerbe de blé, donc c'est exactement ça. Voilà, elle est faite, il n'y a plus qu'à la lier. Et à la charger sur la charrette, on est... Et ça c'est vraiment l'exemple type de ce que la mécanisation de l'agriculture amène comme progrès. Et surtout, on peut envisager de faire des surfaces de culture beaucoup plus importantes. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Marjolaine, vous avez vu cette machine à la vitesse à laquelle elle travaille, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Mais la révolution agricole, ce n'est pas que les machines, c'est aussi les engrais et plus généralement une meilleure connaissance des plantes et des sols qui augmente les rendements par 3 ou 4. On produit plus, on produit mieux. J'imagine que les paysans s'enrichissent. Finalement, c'est une bonne période, ce 19e, pour les paysans français. Les campagnes françaises sont vraiment extrêmement prospères au 19e siècle. On parle de véritable âge d'or pour les paysans français. Grâce à ces progrès, les revenus des paysans augmentent durant toute la seconde moitié du 19e siècle, ce qui a des conséquences très concrètes sur leur vie quotidienne. Là, Laurent, on est dans une reconstitution d'une table paysanne à la fin du 19e. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette table? Tous ces accessoires, très luxueux, des verres, des assiettes. Des assiettes. Avant, il y avait des bols et des écuelles. Tout à fait. On a un certain nombre d'accessoires aussi, notamment les soupières, des plats pour servir les aliments. Mais attendez, ça me rappelle étonnamment le repas chez les bourgeois. Cela témoigne de l'enrichissement des paysans au 19e siècle et puis aussi de leur volonté d'imiter les bourgeois puisque les valeurs bourgeoises deviennent à l'époque les valeurs de la majorité de la population française. L'amélioration des conditions de vie des paysans, c'est très concrètement une amélioration des conditions de confort à l'intérieur de la maison paysanne. Les meubles qui étaient autrefois fabriqués soi-même ou par l'artisan du village deviennent des meubles industriels. On va acheter une table, des bancs, parfois une chaise. Et puis on va avoir aussi dans la maison paysanne parfois des objets superflus, une horloge, une belle horloge comtoise. Alors maintenant, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des nouveautés, Laurent? Quelque chose d'extrêmement important, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, mais moi je croyais que depuis Parmentier, c'est-à-dire depuis à peu près une centaine d'années, on mangeait déjà la pomme de terre. Le temps que les gens prennent l'habitude, ça prend plusieurs générations et c'est véritablement au 19e siècle que la pomme de terre devient l'alimentation de base, notamment des paysans français, parce que ça pousse très bien, ça se conserve facilement et avec le chemin de fer, on peut en transporter dans toute la France, ce qui met fin aux famines. Vous voulez dire que c'est le chemin de fer et la pomme de terre qui font disparaître les famines en France? Exactement. Le chemin de fer permet aux denrées alimentaires de circuler facilement d'un bout à l'autre du pays. Les régions se spécialisent alors dans les productions agricoles les plus appropriées à leur climat et terroir. Betteraves dans le nord, céréales dans la Beauce, élevage en Normandie, fruits et légumes dans le sud. Ça veut dire, Marjolaine, que les paysans ont suffisamment d'argent pour aller au marché, pour aller acheter des choses un peu exotiques, alors qu'auparavant, ils ne mangeaient que ce qu'ils produisaient. C'est une véritable révolution dans le monde agricole, puisque les paysans ne produisent plus tout ce qu'ils vont manger, ils se spécialisent dans une culture, et le reste, ils vont faire comme les citadins, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter au marché. L'alimentation s'améliore et on le voit à un indice très simple, c'est l'augmentation de la taille. Au miracle. Ce sont ces campagnes très pratiquantes que petit à petit les républicains vont rallier à leur cause. Et si la Troisième République va s'imposer définitivement, c'est grâce au coup de génie d'un ministre de l'Éducation visionnaire, Jules Ferry.
le gouvernement de Jules Ferry donne un véritable statut à l'enfant et invente l'école d'aujourd'hui. Les lois Ferry de 1881 et 1882 sont une véritable révolution éducative. Elles instaurent la gratuité, la laïcité et l'obligation de scolarité pour les enfants de 6 à 13 ans. Auparavant, seuls les plus gros villages possédaient leur école. L'enseignement était facultatif et le plus souvent dispensé par des religieux. Désormais, toutes les communes vont avoir leur école et tous les enfants de France vont la fréquenter. Comme celle du petit village d'Euilly en Champagne, qui est resté dans son état d'origine et dans laquelle une association nous fait revivre l'enseignement du temps de Jules Ferry. Inspection des poux maintenant. Lors de ces reconstitutions, Katia est l'institutrice de l'école républicaine. On ne badine pas avec la propreté à cette époque. L'école de Jules Ferry inculque aux petits Français des nouvelles règles d'hygiène et de propreté et on est très strict avec ces nouveaux usages. Messieurs, prenez place. Mesdemoiselles, c'est à vous. Héritage de l'Église qui sépare les sexes, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, sauf dans les petits villages, comme Euilly, où il n'y a qu'une classe par tranche d'âge. Bonjour les enfants. Ils ont tous des blouses, c'est pour pas se salir. Oui, mais surtout ça a un côté symbolique. La blouse cache la misère comme la richesse et met tous les enfants à égalité devant le savoir. Très républicain. C'est peut-être pas si mal. La journée de classe débute toujours par une leçon de morale. Très bien. Que veut dire cette morale? Qui a une idée? Jeune homme? Il faut aider notre papa à travailler. Marjane, c'est incroyable, on commence par de la morale. Moi, je pensais que Jules Ferry avait institué l'éducation obligatoire pour que tout le monde puisse lire et écrire. Alors, le but de ces leçons de morale, c'est de montrer aux enfants et surtout aux parents qu'on n'a pas besoin de l'Église pour leur donner une bonne éducation et de bonnes valeurs.